Patrick Burenstenas, ingénieur en physique des matériaux et alchimiste, nous a invités à entreprendre un voyage en plusieurs étapes. Sept étapes essentielles. Elles vont nous amener à comprendre progressivement les secrets de l'alchimie. D'abord, nous sommes allés à Bruxelles, sur la Grand Place. Les façades nous ont donné à voir quelques symboles alchimiques. Ils restaient cependant bien mystérieux. L'alchimiste, depuis la nuit des temps, partait d'ici pour aller sur la quête de la pierre philosophale. Le but de notre voyage était suggéré sur la Grand Place, Saint-Jacques de Compostelle. Mais c'était Saint-Michel, le patron de Bruxelles, qui était le véritable guide des alchimistes. Bien qu'on fasse le pèlerinage de Saint-Jacques, eh bien, tout sera indiqué par Saint-Michel. Soit on va le voir avec son épée flamboyante en tant que gardien de la voie de la lumière, soit on va voir des signes qu'on peut constater ici avec la tour octogonale. Et à chaque fois qu'on verra cet octogone, eh bien, on saura qu'on est aussi pas loin du chemin. Le chemin nous a d'abord conduits jusqu'à Chartres. La cathédrale, par l'harmonie de son architecture et par la couleur de ses vitraux, nous a suggéré qu'il y avait d'autres dimensions de la réalité. Elle permettrait peut-être de trouver un jour la pierre philosophale. À Chartres, nous avons commencé à ressentir la pulsation de l'univers. Cette cathédrale étant bâtie comme un violon, eh bien, elle se met à résonner, à vibrer. Et celui qui est sur la bonne longueur d'onde sera capable de recevoir cette connaissance. La troisième étape de notre voyage, le Mont Saint-Michel, nous a amenés au cœur de la matière et de ses forces subtiles. Ces pierres manifestent l'énergie tellurique, c'est-à-dire c'est l'âme du mont. N'importe qui, quelle que soit sa foi ou sa non-foi, eh bien, a la chance de pouvoir profiter de cette énergie sans appartenir à aucune communauté, si ce n'est celle des hommes. Si je fais résistance au passage de la vibration, eh bien, ça va être chaotique pour moi. Par contre, si je me mets parfaitement en accord avec, alors mon corps va se mettre à bouger d'une manière sinusoïdale. Parce que dans notre univers, l'énergie circule sans résistance de cette manière sinusoïdale. On commence à se rendre compte que finalement cette réalité n'est pas aussi tangible qu'elle a l'air et qu'il y a des frontières bien ténues entre les mondes et que par moments, on a commencé à les sentir à Chartres, mais on les a surtout sentis ici, eh bien, on a l'impression de glisser d'un monde à l'autre. Ce que nous cherchons est en dehors de cette réalité. Et ce qu'il y a derrière cette réalité, c'est à Rocamadour que nous essaierons de le trouver. Nous avons traversé les plateaux de l'Aubrac en épousant les chemins traditionnels de Saint-Jacques. Puis l'hiver commence à faire place au printemps. Il annonce le début des travaux du grand œuvre. En approchant de Rocamadour, on trouve une ceinture de dolmens. Sans doute gardent-ils et ouvrent-ils des portes. D'anciennes civilisations avaient peut-être trouvé dans cette région ce que la tradition des alchimistes nous invite à venir chercher.
Rocamadour, le Rocamadre, le rocher de l'amour. Le rocher de la lumière. Ce site fortifié semble garder l'entrée d'une vallée. La vallée de l'Alzou. Cette vallée avait-elle des secrets qu'il fallait protéger? Rocamadour s'appelait autrefois le Val ténébreux. Mais c'est pour Saint-Amadour qu'on vient ici depuis le Moyen-Âge, un des grands pèlerinages de la chrétienté. L'ermite Amadour vivait dans une des très nombreuses grottes qui percent la falaise. Et c'est là qu'il mourut, il y a très longtemps. Bien des années plus tard, des pèlerins de Saint-Jacques trouvèrent dans la grotte le corps de l'ermite. Il n'était pas décomposé, signe évident de sainteté. Mais quand ils déplacèrent le corps de l'ermite pour le mettre dans une sépulture décente, le corps se réduisit en poussière. Et vide est désormais le tombeau de Saint-Amadour. Que s'était-il passé? Deux courants d'énergie se croisent à Rocamadour. L'un suit la vallée de l'Alzou. Et l'autre le coupe à angle droit. Il est matérialisé par deux croix qui se font face de chaque côté de la vallée. La rencontre de ces deux énergies génère des sortes de tourbillons. Et c'est sur un de ces tourbillons qu'on retrouva intact le corps de Saint-Amadour. Alors on peut imaginer que c'est parce qu'il baignait justement dans cette espèce de tourbillon. C'est comme si l'énergie du lieu ne lui permettait pas de vivre bien sûr après sa mort, mais lui permettait de maintenir une cohérence de l'information de son corps. À tel point, c'est quand on l'a déplacé, eh bien il s'est décomposé. En vénérant Saint-Amadour, les pèlerins, sans le savoir vraiment, viennent ainsi se plonger dans les énergies de la terre. On ne vient sans doute pas ici pour l'architecture du lieu, mais pour son étrangeté. Toute l'énergie va se répandre à l'intérieur de la ville et créer un autre tourbillon. Et cet autre tourbillon va être justement sur la place des églises. Dans une des 7 églises de Rocamadour, on trouve une Vierge noire. Comme à Chartres ou au Mont-Saint-Michel. Ce qui n'est pas étonnant, puisqu'on sait que les Vierges noires sont liées aux énergies de la Terre. Nous allons venir ici dans cette chapelle, nous placer à un endroit très particulier, figuré sur le sol, avec une mosaïque qui est un point d'équilibre. On avait trouvé à Chartres, au milieu du labyrinthe, ce point d'équilibre. Eh bien, il existe ici aussi, figuré par cette mosaïque. On a 8 côtés. 8 côtés étant le messager des dieux. 8 est en effet le nombre de Mercure ou d'Hermès, qui fait le lien entre les hommes et les dieux. Et c'est encore celui de Saint-Michel, dont la statue est souvent placée sur une base octogonale. Lui aussi, il relie la lumière de la terre avec celle du ciel.
Et Saint-Michel est présent à Rocamadour. Par les formes octogonales de l'architecture, par une chapelle qui lui est dédiée et par une légende attachée à ce site extraordinaire. Alors là-haut, on peut voir l'épée de Roland. Alors elle est particulièrement intéressante placée ici parce que c'est le lien finalement avec le Mont Saint-Michel d'où on vient. Parce que souvenez-vous de l'histoire, Roland était à Roncevaux et il avait justement cette épée magique qui s'appelle Durandal. Et quand il a perdu, il n'a pas voulu qu'elle tombe aux mains de l'ennemi, alors il a bien essayé de la briser, mais il n'a pas réussi. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a lancée en l'air, et à ce moment-là, Saint-Michel qui passait par là l'a attrapée, et l'a lancée, et elle est venue se planter ici, où elle est toujours aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on voit le lien entre Saint-Michel et Rocamadour, ce qui est pour nous une indication excessivement intéressante. L'épée plantée par Saint-Michel a ouvert le rocher. Et juste à côté se trouve la porte que les alchimistes venaient chercher à Rocamadour. On y accède en passant sous la chapelle dédiée à Saint-Michel, en passant sous l'Archange, comme à l'hôtel de ville de Bruxelles. Tout alchimiste doit faire un certain nombre de démarches. Il va passer des portes, et ici, il va passer ce qu'on appelle une porte entre les mondes, c'est-à-dire une manière de percevoir la réalité non ordinaire. Alors comme toute porte, bien sûr, pour pouvoir la franchir, eh bien, il y a un gardien. Et le gardien, c'est le rocher que vous voyez derrière moi ici. Si vous regardez attentivement ce rocher, même à cette heure-là, eh bien, on peut deviner des traits, on peut deviner un visage. Ses yeux semblent nous scruter jusqu'au plus profond de nous-mêmes et nous donner l'autorisation ou pas de franchir la porte. Imaginez en pleine nuit le pèlerin qui avait déjà fait un certain nombre de kilomètres pour arriver jusqu'ici, qui franchissait une première fois cette porte physiquement, une porte de matière, qui se présentait devant le gardien qui le regardait d'un œil sévère. Et si le gardien lui donnait son accord, alors seulement il pouvait franchir la porte de l'esprit. À gauche, on traverse le passage de la matière. Puis on revient par la droite et on entre dans le monde de l'esprit. Alors, la vallée mystérieuse de l'Alzou nous est ouverte.
à l'entrée de la vallée, une fontaine miraculeuse. La fontaine de Berthiol. Les pèlerins emportaient un peu de son eau en souvenir de Rocamadour. Une eau magique, disait-on, comme si elle avait en elle la mémoire de la vallée. On croyait qu'il y avait des esprits, un esprit associé à l'eau ici, et que cet esprit pouvait soit être dans l'eau, soit être assis à l'endroit où je suis. Les esprits des éléments de la nature s'appellent les élémentaux. Toutes les cultures, dans leur tradition, leur ont donné des formes humaines ou animales. L'ondine est l'élémental de l'eau. Pour la terre, c'est ce qu'on appelle les gnomes, qui sont ces personnages qui creusent la terre. Pour l'air, on a les sylphes. On en a fait des petits personnages ailés parce qu'ils sont très volatiles. Et enfin, on a le dernier élément particulièrement cher à l'alchimiste, qui est la salamandre, l'esprit du feu. Alors oui, la salamandre est dans l'eau, mais pour l'alchimiste, en réalité, il n'y a pas 4 éléments, il n'y en a qu'un seul. Prenez un métal qui est solide ou une pierre qui est solide, chauffez-la, eh bien ça devient liquide. Et si je redonne un peu plus d'énergie à mon eau, eh bien elle se vaporise, elle devient air. Et si je donne un peu plus d'énergie à l'air, eh bien cet air devient lumineux, ça devient un plasma par exemple, et ça devient donc feu. Tout ce qui bouge, s'il n'y a pas de résistance dans le mouvement, va avoir cette forme. Donc, finalement, on peut dire que tous les éléments sont reliés par une chose et une seule, c'est l'onde. Les élémentaux nous amènent à ressentir l'unité de l'univers. Si l'apprenti alchimiste sait être sensible à leur présence, alors ils l'aideront dans sa quête. On peut imaginer que s'ils prennent un corps, eh bien c'est pour pouvoir attirer un humain qui passerait par là. Et c'est pourquoi on va voir des arbres, on va voir des pierres qui ont une forme humaine et un visage. Parce que tout naturellement, quand vous vous promenez en forêt et que vous voyez 2 pierres ou 2 arbres, eh bien vous irez vers celui qui a une forme humaine. L'homme est aujourd'hui l'espèce dominante, mais quand c'était des ours ou que c'était des loups, eh bien les pierres prenaient ces formes-là. Et c'est pourquoi on voit dans la région eh bien, des pierres qui semblent être sculptées et qui ont parfaitement la tête de loup ou d'ours. La vallée de l'Alzou est un chemin vers les élémentaux. Le rocher du loup surveille le passage. Le chemin relie plusieurs vieux moulins sur la rivière de l'Alzou. Ces moulins sont autant de refuges pour les esprits des éléments.
D'abord, le moulin de Sirogne. On a eu une espèce de grande route, praticable par tout le monde. On a abordé un petit chemin, déjà un peu plus difficile, un peu moins entretenu. Il fallait passer entre les branches, c'était moins simple. Et puis on est arrivé à un pont de pierre. Un pont comme on en voit dans les contes de fées. Et ce pont marque la frontière entre le monde visible et le monde invisible. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose derrière la réalité. C'est un peu comme quand on a un mot sur le bout de la langue. Là, on a des impressions sur le bout de la langue. On n'entend pas avec ses oreilles, mais on entend avec à l'arrière des oreilles. Et si on est attentif au son qu'on entend autour de nous, on a l'impression qu'il y a une augmentation du volume. C'est-à-dire c'est comme si tout d'un coup on avait poussé le volume et que tous les sons étaient beaucoup plus forts et qu'il y avait vraiment quelque chose derrière. Et si on est encore plus attentif, on entend des sons derrière les sons. C'est comme si les éléments eux-mêmes venaient voir ce qui se passait. Tout cet endroit, c'est l'alchimie. C'est l'âme de l'alchimie. L'alchimie, c'est pas de rester dans son laboratoire et de faire des petits mélanges, c'est comprendre l'univers. On est ici à la croisée de tout ce qu'est l'univers. Ici, on est au-delà de toute vanité. On est juste posé, on goûte, on écoute, à tel point c'est que pendant le moment où on est à l'intérieur de ça, ben on n'est dans rien d'autre. On est juste dans un endroit où tout semble être à sa place, et nous aussi. Et je pense que c'est peut-être rassurant de savoir qu'il y a un endroit où on est parfaitement à sa place, parfaitement en équilibre. On ne cherche rien de plus. Donc c'est plus qu'une technique d'alchimie, c'est l'esprit de l'alchimie. Le moulin de la Mouline. Il n'est plus habité que par les esprits de l'air.
Alors le bosquet où il y a 3 arbres principaux à côté du moulin, eh bien les anciens disent qu'il y a ici un élémental de l'air, donc un esprit à l'intérieur de ces arbres. Alors on se mettait à l'endroit des arbres ici, on faisait une invocation à l'élément, cet élémental de l'air qu'on appelle ici des sylphes, c'est-à-dire un esprit élémental associé à un arbre, un ou des arbres. Évidemment, si on essaye de communiquer avec et que ça existe vraiment, il doit y avoir une conscience. Et alors peut-être que l'arbre se secoue, que le vent se lève et qu'on a une de ces manifestations. On doit sentir la nature, non pas avec notre intellect, mais avec notre corps. Donc on doit l'entendre avec la peau. C'est comme si on sentait, regardez, à la surface des arbres. On entend une vague et on la sent sur la peau. On la sent plus qu'on la voit ou plus qu'on l'entend. Regardez juste ces arbres qui s'agitent. L'arbre ici qu'on a, ici. Il a juste eu un mouvement, hop, puis il a pris sa place. On doit le sentir avant de le voir. On ne doit pas le susciter. Ça doit être quelque chose qui est, hop, on a la couleur, on le sent quoi. Le but étant toujours de réalignement et de faire qu'un avec le lieu et de participer un peu à l'exaltation du lieu en se disant quel bonheur d'être là. Alors si c'est vrai, mon souffle devient le souffle de l'arbre et puis tout s'anime. Alors nous aussi. On voit cette agitation, regardez. Regardez ce mouvement. Hop. Regardez, le vent est drôlement complaisant, hein. Cette espèce, le rythme c'est ça. Cette espèce d'oscillation là. Regarde ce mouvement là. Ça part. Ça revient. Regarde ça. Regarde, on y est là, hein. Et vous sentez l'exaltation qui vient derrière là. Regarde ça. Hein? Toc. Là, on a tous les poils hérissés là. Hein? C'est ça, hein. Regarde ça, alors après tout se met en résonance. Puis alors là c'est. Hein, allons-y, hein. Voilà. Regarde ça. C'est naturel, c'est pas naturel, j'en sais rien en tout cas. Une très bonne coïncidence. Ce contact avec les éléments, que tous les alchimistes recherchent, peut rappeler le docteur Faust. Souvenez-vous, tout pétri d'alchimie et de sciences mystérieuses, il est entouré par les esprits de l'air. Berlioz en fit le ballet des sylphes.
Le troisième moulin qu'on rencontre sur le chemin serait plutôt habité par les esprits de la terre. Mais on y avait aussi perçu les esprits de l'air, puisque le moulin s'appelle le moulin de Tournefeuille. J'ai rien que le nom, hein, Tournefeuille. Mais on n'est pas dans le moulin à proprement dit, on est dans un petit affluent où il y a derrière moi un pont qui ressemble vraiment au pont de trolls des contes de fées. Les trolls étaient des êtres fabuleux et ils se cachaient sous le pont. Et c'est eux qui demandaient un droit de passage. Ils se présentaient au crépuscule, quand la lumière s'en va. Parce que s'ils sont touchés par un rayon de lumière, alors ils se transforment instantanément en pierre. Peut-être que je suis assis ici sur un troll imprudent. Si l'alchimie, c'était seulement un travail de labeur, ce serait à la portée de tout le monde. Ici, on goûte en temps réel l'oratoire. C'est-à-dire le partage avec la nature. Et je suis capable d'utiliser des choses insoupçonnées de cette nature, comme par exemple faire monter un feu de bois à une température extrême, alors que je ne rajouterais aucun autre combustible que le bois. Je me concilierais, dit-on, l'esprit du feu qui apportera l'énergie nécessaire pour me permettre d'avoir la fusion de la matière première. Donc je vais travailler mon antimoine en pensant que le principe est de faire sortir le feu qui est à l'intérieur de la matière et non pas apporter un feu de l'extérieur. Et c'est pour ça que je vais le faire au feu de bois, uniquement au feu de bois. Bon, là, on va monter à peut-être 400 degrés. Parce qu'entre les températures des braises et la température du creuset, il y a juste de l'antimoine. Il ne va pas fondre avant qu'on déclenche la réaction. On attend, voilà, qu'il monte en température. Donc ça va commencer à fumer. Je prépare ici ma braise qui va me déclencher ma réaction. Je vais l'entourer, je vais faire un nid autour. Parce qu'une fois que la poudre sera mise dedans, j'aurai plus beaucoup de temps. Le feu de bois ne peut pas faire fondre l'antimoine dans le creuset. Le métal reste solide. Il faut le secours du sel de rosée. Ce sel qui est contenu dans la rosée du printemps. Les alchimistes disent que c'est le feu du soleil. Il déclenche la fusion de l'antimoine avec l'aide d'une braise. Alors l'antimoine est devenu liquide. Il peut former un lingot. Alors vous avez vu qu'avant que je mette la poudre, il était solide, hein, je tapais dessus. Donc c'est pas le feu qui l'a fait fondre. Hein. Et puis après, quand on a mis la poudre, quand on a mis la braise, là, il s'est pris. Alors l'alchimiste dit le bois apporte l'esprit.
On sait très bien que le feu de bois ne va pas pouvoir faire fondre l'antimoine, donc il va falloir que la chaleur vienne de quelque chose d'autre. Eh bien, l'alchimiste dit qu'il invoque la salamandre, c'est-à-dire l'esprit du feu, et que seul cet esprit est capable de faire monter la température. Pour que l'esprit soit capable de rentrer à l'intérieur de la matière, il faut que la matière soit ouverte. Et c'est pour ça que le but de l'alchimie, c'est d'ouvrir la matière. Alors souvent, la matière a sa propre agitation, sa propre colère. Donc c'est bien pour ça qu'on va ouvrir la matière, on va lui faire sortir son poison, sa colère, c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et une fois que ça c'est sorti, eh bien la lumière peut rentrer dedans. C'est-à-dire que le métal va devenir effectivement de plus en plus pur. Il n'est pas assez purifié celui-là. Mais quand il est suffisamment purifié, il y a des cristaux qui apparaissent à l'intérieur, des grands cristaux, sous la forme d'une étoile à 5 branches. Quand on le fait avec un chalumeau, on s'aperçoit que, quelle que soit la manière dont on le fasse, eh bien la cristallisation va être en aucun cas une étoile à 5 branches. Cette étoile à 5 branches, qui apparaît un jour sur le lingot, ou plus précisément sur le régule, dit-on en alchimie, sera le signe de l'œuvre au blanc, la deuxième phase du grand œuvre. Alors je vais le casser. Là, il est super. Regardez les cristaux. Regardez, c'est radial par rapport au centre. Hein. Ici, on a le centre et on a tous les rayons qui partent comme ça. Alors évidemment, il y en a plein ici, puisqu'on est aux premières purifications. Mais ensuite, il n'y en aura plus que 5 qui formeront un pentagramme parfait. Parce que l'expérimentateur a une place dans l'expérience aussi. Hein. C'est-à-dire que selon son état, eh bien, il va se passer des choses ou pas. Sinon, n'importe quel chimiste pourrait faire ça dans n'importe quelle condition. Là, c'est la combinaison entre le métal, le bois et l'expérimentateur qui fait qu'à un moment, tout le monde est aligné sur la même chose. C'est comme si on dialoguait avec le métal, qu'on avait un langage avec. C'est comme essayer de faire cristalliser quelque chose, une solution, alors que l'expérimentateur bouge. C'est pas possible. Il faut que l'expérimentateur soit immobile. Donc l'expérimentateur va avoir une place. Pour que les cristaux prennent une place comme ça, il ne faut pas que le mélange bouge, par exemple, quand il va refroidir. Mais il ne faut pas que le lieu bouge non plus, parce que si tout est agité, eh bien à ce moment-là, ça ne fonctionne pas. Alors vous voyez que non seulement c'est radial, mais sur tous les plans. C'est comme s'il y avait une sphère à l'intérieur. Alors on la voit ici, hein, on voit le noyau ici. Et puis tout qui irradie à partir de ce noyau. Alors c'est ce noyau-là qui va augmenter, et puis qui va faire qu'on n'aura que les 5 pétales. C'est la rose, hein, la rose à 5 pétales, la quintessence, elle est là. Hein. Mais on ne l'a jamais la première fois. C'est-à-dire que ça va être des purifications successives qui vont faire que, eh bien, au bout d'un moment, on va réussir à avoir cette étoile. On reprend alors le régule, on le réduit en poudre, on le fond à nouveau, et ainsi de suite. Et on fera le nombre de voyages nécessaires jusqu'à ce que l'étoile apparaisse. C'est pour ça qu'on a le rapport avec Compostelle. Quand on parle de Compostelle, les étoiles dans le compost, c'est de ça aussi qu'on parle. Parce qu'il ne faut pas oublier que la matière première, l'alchimiste croit souvent, c'est de là d'où il part. Mais on doit comprendre, c'est là où on arrive. C'est la première matière, c'est-à-dire que l'énergie, la lumière, sa première matérialisation, c'est des minéraux cristallins. Donc l'idée, pour retrouver cette lumière, eh bien, il faut partir à la première matière. Ou en tout cas, trouver la matière première. Et c'est cette matière qui va faire le pont, justement, entre notre monde et autre chose, entre la matière et la lumière. Et c'est pour ça qu'on a cette idée de compost stella, les étoiles dans le compost, parce que finalement, c'est à l'intérieur de ce compost, dans cette terre-là, qu'on va trouver le chemin des étoiles.
Au bout de la vallée de l'Alzou, on trouve un dernier moulin. Il est habité par les esprits de l'eau, les ondines. C'est le moulin du Saut, construit à proximité d'une cascade. L'été, il n'y a presque plus d'eau. Mais il y a toujours une roche au fée qui repose là, sous la cascade, comme si elle attendait que l'eau revienne. Sentez comme on est dans un sanctuaire, l'eau, les oiseaux qui sont là, la manière dont on est encaissé à l'intérieur du lieu. Il y a une communion parfaite entre nous et le reste de l'univers. Il y a un élémental de l'eau dans la roche au fée. Imaginez une femme assise sur la pierre blanche avec les pieds reposant sur la mousse. C'est une roche dans laquelle un esprit du peuple fée se serait installé. Ça serait des êtres qui existent, mais dans un temps, dans un espace légèrement différent du nôtre. Et sous certaines conditions de réglage, ou plutôt d'étalonnage, eh bien on pourrait avoir accès chacun au monde de l'autre. On a rencontré des forces élémentaires un petit peu partout, mais c'est un peu comme si elles étaient toutes inféodées à l'esprit qui était ici. Donc, il était préférable de se concilier l'esprit des dieux, même quelquefois en lui faisant un sacrifice. Le but d'un sacrifice, c'est de faire venir une force d'un autre monde que le nôtre pour pouvoir avoir des avantages quelconques. Sauf que notre univers est plein comme un œuf. Ce qui veut dire que pour que quelque chose d'un autre monde vienne dans le nôtre, il faut que quelque chose du nôtre aille dans l'autre. Et par conséquent, il faut libérer la place. Donner des fleurs, ou même brûler une bougie, eh bien une manière de faire un sacrifice pour faire venir une force extérieure. Maintenant, nous sommes prêts à entrer dans le territoire du petit peuple, sur les hauteurs de l'Alzou. À la différence des élémentaux qui sont des esprits ou des principes manifestés dans les formes, le petit peuple existerait dans quelques lieux privilégiés. Ce sont les lutins, les fadets, les corrigans, les léprechauns. Toutes les traditions dans tous les pays parlent d'eux. On sent autour de nous du mouvement, un souffle particulier, une atmosphère particulière. C'est comme si on n'était plus tout à fait sur le territoire humain. Et si on regarde attentivement, on va voir qu'il y a des petits chemins qui partent dedans. On est ici dans un lieu magique. On n'a pas besoin de lire un conte de fées, on est à l'intérieur d'un conte de fées.
toute cette partie ici est dans une autre réalité, c'est-à-dire que, pour nous en tout cas, tous les lieux habités par le petit peuple sont des lieux où tout est harmonieux. On doit goûter, ressentir toute cette harmonie en pensant peut-être avec une légère nostalgie que c'était quelque chose qu'on était capable de faire systématiquement. Là, aujourd'hui, on est obligé de faire un effort pour se remettre à l'intérieur de ça. Il n'y a pas de différence entre chaque chose, puisque le but de l'alchimiste, c'est qu'il doit être dans toute chose et que toute chose doit être en lui. Donc, nous avons peur, nous, des choses qu'on ne nous connaissons pas. On a peur de la différence. Il n'y a pas de différence. Je suis ici dans un environnement qui m'est familier. Rien ne peut m'être désagréable parce que c'est moi finalement. Je suis dans chaque chose et chaque chose est en moi. En topan, disaient les philosophes grecs. L'un dans le tout et le tout dans l'un. Un adage fondamental dans la quête de l'alchimiste. Être capable d'ouvrir son esprit à une autre réalité est pour l'alchimiste une obligation. Il ne peut pas trouver l'œuvre s'il n'est pas capable de faire ça. Et puis savoir qu'on peut être en harmonie totale avec la nature, qu'il y a des êtres qui vivent, des êtres intelligents, qui vivent en permanence avec la nature qu'on a autour de nous, qu'on choisit une autre orientation que nous on n'a pas choisie puisqu'on a choisi une société mécaniste, eh bien nous permettra de connaître les secrets de la nature. Nous avons décrit une sorte de spirale tout autour de Rocamadour. Le territoire du petit peuple nous amène à la croix qui fait face à celle que nous avions rencontrée à notre arrivée. Ces deux croix marquaient le courant d'énergie qui vient couper celui qui court dans la vallée de l'Alzou. Donc on est exactement comme si on était sur le bord d'un fleuve tumultueux, à tel point que si on est attentif, on sent les vagues de ce fleuve. Les alchimistes disent que tout est vivant, donc non seulement l'animal, mais aussi bien sûr le végétal et aussi le minéral. Donc on considère que la terre est vivante aussi. Et si elle est vivante, eh bien elle doit être capable de transmettre de l'information. Elle a donc des veines et des artères. Donc on sent ce flux qui circule à l'intérieur des veines de la Terre, qui par moments ressurgit un peu comme un serpent de mer pour aller plonger un petit peu plus loin. Ces courants d'énergie, on les appelle les lignes du monde. Ce sont elles qui serviraient de guide aux oiseaux migrateurs et aux baleines, comme les lignes d'une trame sur laquelle se tissent les formes de l'univers. Alors sur le corps humain, c'est ce qu'on appelle le schéma de cohérence du corps, parce que quand je me réveille le matin, j'ai quasiment la même tête que quand je me suis couché, alors que j'ai des centaines de millions d'individus qui vivent, qui meurent à l'intérieur de mon corps, et pourtant mon corps garde sa cohérence. Alors imaginez la Terre, qui est encore plus hétérogène que mon corps, pour que ça reste la Terre. Eh bien, il faut forcément qu'il y ait une espèce de filet, qui ait un schéma de cohérence qui maintienne la matière dans son état. On peut dire que ce qu'on cherche finalement en alchimie, ce n'est pas la matière, c'est le schéma de cohérence.
il faut être capable de voir au-delà de la matière. Donc simplifier la matière, ce sera sa purification. Une fois qu'on aura simplifié la matière, on alignera cette matière. Et une fois qu'on aura aligné cette matière, eh bien, on pourra toucher au schéma. C'est ce que les anciens appelaient le verbe créateur. Quand je prends une pierre ici et que je la nomme pierre, tout le monde sait que c'est une pierre. Mais ce n'est pas pour ça que je viens d'en créer une. Pourtant, si c'est une pierre, c'est qu'il y a un message à l'intérieur, un schéma qui fait que c'est une pierre. Ce schéma d'information, si j'étais capable de l'extraire, de l'entendre et de le répéter, au moment où je répète la vibration du schéma, eh bien j'ai une autre pierre. C'est-à-dire que je lâche un plan dans l'air et tous les composés qui sont dans l'air autour vont venir s'organiser autour de ce plan pour faire une autre pierre. C'est ça le verbe créateur. C'est un peu comme si au début des temps, eh bien, il y a, on dit un mince filet de lumière, mais on pourrait imaginer une énergie. Et cette énergie commence à s'agiter et, je pourrais dire, tricote l'univers. Eh bien, le but de l'alchimie, c'est de détricoter l'univers pour trouver ce fil unique. Quel que soit le corps le plus dense, eh bien, il finira par se décomposer pour redevenir de l'hydrogène, par exemple. Et cet hydrogène qui vaut 1, bien sûr, qui était au début et qui sera aussi à la fin, finira par se transformer lui aussi en lumière. Donc, l'univers tendant vers la simplification, nous, on va aussi tendre vers ça et on va profiter, bien sûr, des courants de la Terre, mais aussi de l'air, mais aussi du feu, mais aussi de l'eau pour pouvoir se réaligner. On a fait une étape importante parce qu'on a commencé à percevoir une réalité non ordinaire. On a appris aussi à se laisser pénétrer par les forces de la terre, les forces de l'air. On a appris à goûter un lieu. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé parce que tout ce qui s'est passé plus dans notre cœur que dans notre tête. Maintenant qu'on a commencé à ouvrir notre esprit, eh bien on va aller en quête de notre matière première qu'on trouvera à un endroit particulier à Saint-Jacques. Saint-Jacques de Compostelle. Notre 5e étape. Une étape où tout basculera. Puis, il nous faudra revenir. Et 2 autres étapes seront ensuite nécessaires pour aller jusqu'à la pierre philosophale.